Gérald Darmanin est depuis aujourd'hui et pour 2 jours donc en déplacement à Marseille, ville qui a battu un triste record d'homicides, on le sait, lié au trafic de drogue l'année dernière. Quel est exactement le bilan d'abord dans un premier temps, Charlotte? Bah alors, le bilan officiel, on nous a dit 49 morts, vous savez, à la veille du 1er de l'an, puisque depuis quelques semaines, on avait une accalmie, tout le monde se félicitait de l'accalmie. Puis dans la nuit de Noël, il y a un trafiquant qui est mort, et puis quelques jours après, un autre, et on nous dit 49 morts officiels. Je dis officiellement parce qu'il y a différents policiers de Marseille qui m'ont dit aujourd'hui que c'est probablement plus, parce qu'en fait, il y en a qui sont grièvement blessés, puis en fait, qui finissent par en mourir, et bon, la Ouais. comptabilité est pas évidente. Il y a 118 blessés de toute façon sur une seule année, c'est de toute façon beaucoup plus, hein. Le chiffre, ça a doublé en 3 ans, au moins dans les grandes lignes. Il y a par ailleurs un très fort rajeunissement des victimes et des auteurs de ces assassinats et une augmentation de la densité de la violence dans ces assassinats aussi. Il y a de plus en plus de mineurs impliqués. Et alors, côté victimes, on a 6 mineurs, par exemple, dans les mises en examen. On a 56 personnes mises en examen l'année dernière. 6 mineurs et 51% qui ont entre 18 et 21 ans. Donc, c'est des C'est très très jeunes jeune. majeurs, quand même, sachant que quand vous êtes mis en examen, vous pouvez avoir frappé plus tôt. Donc, vous pouvez avoir été mineur au moment de frapper. Côté victime, le procureur qui a fait une longue conférence de presse avant la fin de l'année, enfin, au moment de la fin de l'année, a dressé 4 catégories de victimes de ces assassinats. Un, les narcotrafiquants qui sont liés à un groupe criminel, c'est objectivement les règlements de compte entre bandes rivales. Vous avez ensuite les jeunes guetteurs et vendeurs qui sont mitraillés sur les points de deal. Alors là, c'est parce qu'ils sont utilisés comme chair à canon, ils le sont dans un sens comme dans l'autre. Vous avez les résidents qui sont directement visés. Le procureur parlait de narcoterrorisme. Vous terrorisez absolument une population qui penserait à se rebeller ou à se plaindre. Et ensuite, vous avez les victimes collatérales. Évidemment, le visage de ces victimes collatérales, c'est Sokaina, qui avait défrayé la chronique cette année en prenant une balle à travers la fenêtre. Je crois que le procureur de Marseille a même créé un néologisme en parlant de narcomicide. C'est ça, hein? Il a parlé de narcomicide pour regrouper tout ça, ça. c'est-à-dire les homicides qui sont liés évidemment au trafic. Mais le procureur, et de manière générale, toutes les autorités marseillaises utilisent de plus en plus le vocabulaire d'un pays gangréné, c'est-à-dire d'une narcoville, en l'occurrence, d'un narco-État. Donc vous avez raison de parler du narcomicide. On a le narcoterrorisme, donc c'est vraiment des mots qui augmentent. Et alors, il y a quelques points saillants, on va dire, dans l'année. C'est d'abord l'augmentation de ce nombre de règlements de compte qui est notamment dû, on va y revenir, mais à cette méthode du harcèlement. C'est un changement de stratégie, on va y revenir parce que ça a des avantages mais aussi quelques inconvénients. Donc le harcèlement sur les points de deal, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'interpellations, il y a notamment des interpellations avec de l'argent et donc de la saisie d'argent. Et souvent, le règlement de compte a aussi pour but de punir celui qui a perdu l'argent qu'il devait au réseau. Évidemment, le modèle absolu, alors j'ai pas fait l'enquête et d'ailleurs elle n'est pas terminée, mais le modèle qui est cité par beaucoup de gens à Marseille, c'est le fameux Nono qui est mort la nuit de Noël. Lui, il avait été interpellé il y a quelques années, souvenez-vous, il a passé du temps en prison. Il avait été interpellé en jetant par la fenêtre 1,3 million d'euros par la fenêtre. Probablement, c'est ce qui ne lui a pas été pardonné à sa sortie de prison. Il venait de sortir de prison, il s'est pris 25 balles dans la tête quand même. Donc ça, c'est l'augmentation des règlements de compte et de leur violence. L'augmentation de ce qu'ils appellent les jobbers. Les jobbers, ce sont des jeunes qui sont recrutés via les réseaux sociaux par les réseaux de trafiquants pour une mission temporaire. Les qualités recherchées, on va dire, il faut qu'ils soient jeunes, si possible mineurs, et nomades, et pourquoi pas étrangers en situation irrégulière. Le but, c'est d'échapper le plus possible au radar de la police. Créer une Parce que confusion totale. c'est ça. Parce que quand vous faites venir un gamin, alors il y en a qui viennent de Paris, notamment de la région parisienne, ils viennent pour 3 jours à Marseille, ils prennent leur chèque pour faire leur mission. Évidemment, la police marseillaise, là, ils sont perdus. En 3 jours, ils n'ont pas le temps de connaître tous les trafiquants. Et évidemment, quand vous êtes mineur, la justice a plus de mal à passer. Quand vous êtes étranger en situation régulière, là, vous passez sous tous les radars. C'est formidable. L'exemple typique, c'est le 13 novembre dernier. Un adolescent qui était venu de Savoie, 16 ans, récupéré à la gare par le réseau lui-même, tué 4 heures après sur un point de deal. Il venait faire sa mission depuis la Savoie. Et alors, là, c'est la bonne nouvelle pour les progressistes obsessionnels, mais on a une augmentation des femmes mises en cause dans ces trafics. Il y a quand même 4 mises en examen. C'était inimaginable il y a encore quelques années. 4 mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes cette année. Et le procureur disait, aujourd'hui, on constate qu'elle semble prendre un rôle plus actif dans la gestion des points de deal, l'organisation, la commandite
d'assassinats. Et alors, dans ce genre de réseau criminel, les femmes, quand elles s'y mettent, c'est pas les plus douces. Évidemment que derrière tout cela, on trouve essentiellement l'argent pour raison à tout, absolument tout. Qui mène cette guerre à Marseille et pour combien exactement ? Alors, c'est évidemment difficile par la force des choses de quantifier tout ça, mais on a par exemple une indication. Vous savez que la guerre, le plus gros de la guerre, on va dire, à Marseille, c'est entre deux mafias qui s'appellent la DZ Mafia, DZ étant le symbole pour Algérie, et Yoda, la mafia Yoda. Alors, à eux deux, le procureur nous dit que c'est 73% de responsabilité sur les assassinats de l'année dernière, entre ces deux gangs. Et eux, ils gèrent des principaux points de vente qui peuvent se démultiplier sur le terrain. En fait, ils se disputent un monopole, quoi. Ils se disputent un monopole, mais alors les 5 principaux points de vente dont on parle, c'est un chiffre d'affaires quotidien qui est entre 50 et 80 000 euros. Donc, si vous prenez une moyenne basse, c'est-à-dire 60 000 euros, ça fait plus de 21 millions d'euros par an à se distribuer. Il y a beaucoup plus de points de deal que ça, évidemment, dans la région. Et vous avez par ailleurs une dispersion, on va dire, des activités dans toute la région et dans tout le département. Donc, c'est des sommes absolument colossales qu'ils se disputent. Et la difficulté, notamment de la guerre en elle-même, elle vient de plusieurs points qui sont évoqués, là, encore une fois. Un, les têtes de réseau, les vraies têtes de réseau, parce qu'on dit Nono, par exemple, le fameux Nono qui est mort à Noël, qui s'appelle Nordine Achouri en vrai, le fameux, qui est très très connu parce qu'il était tête de réseau. On dit tête de réseau à la Castellane, il n'était pas tête de réseau. Les têtes de réseau, elles sont à Dubaï, ou au Maroc, ou beaucoup à l'étranger, ou alors en prison quand on les a attrapés il y a quelques années. Une sorte de manager de point de vue. C'est ça, qui sont exactement, c'est des têtes de réseau locaux ou sur le terrain. Mais il y en a beaucoup en prison, beaucoup à l'étranger. Et le procureur a là aussi abordé ce sujet-là. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin aussi. Ils ont parlé de la création d'un poste de magistrat de liaison directement à Dubaï, justement parce qu'il y en a beaucoup qui vont se réfugier. C'est le refuge doré de Dubaï. Et un autre dans les Caraïbes, puisque c'est par là-bas que transite toute la cocaïne, notamment qui arrive sur le territoire français, européen, mais français en particulier. Et par ailleurs, il a annoncé la mise en place de dispositifs en collaboration avec l'administration pénitentiaire, cette fois-ci pour viser ceux qui sont en prison, pour empêcher de continuer de gérer un trafic ou d'orchestrer des assassinats depuis la prison. Vous avez honnêtement des témoignages stupéfiants de gars qui sont en prison. Oui, stupéfiants, pardon, pour jeu de mots, j'ai même pas fait exprès. Bah oui. Bon, Vous ne pouviez pas l'inventer. Ils sont en prison avec leur portable. Non seulement ils commanditent l'assassinat, mais surtout ils le gèrent directement en vidéo en disant tu vas là, dans telle rue, il doit être là, etc. Depuis le fin fond de la prison. Alors évidemment, on pourrait faire une autre chronique sur les droits de la défense en prison et les téléphones portables, puisque oui, ils sont interdits, mais tout est géré avec des téléphones portables depuis la prison. Donc voilà, il y a une réflexion, on va dire, qui se fait sur ce point-là. Et par ailleurs, évidemment, il y a cette question de l'argent invraisemblable qui est généré. Et même en bas de l'échelle, pour des gamins de 13, 14, 15 ans, vous prenez des billets comme vous n'en prendrez jamais avec un travail régulier, évidemment. Et ça génère quand même un trafic qui est de plus en plus violent parce que le monopole ayant de plus en plus d'argent, évidemment, la violence augmente avec. Et là, vous avez des gamins entendus par la police. Alors, la police le disait les derniers mois, notamment, comme ils ont fait beaucoup d'interpellations, ils ont des gamins de plus en plus jeunes qui racontent tout. Alors, ça les étonnait au début. Ils racontent absolument tout. Alors, ils racontent, par exemple, qu'ils sont chargés pendant 2 heures. Ils vont prendre 10 000 euros à se partager. Celui qui conduit la voiture pour aller tuer, ou quand ils tuent eux-mêmes. Alors, c'est 10 000 euros. La moitié, si ça ne devient qu'une tentative d'homicide. Si vous ratez l'homicide, vous prenez que 5 000 euros. 5 000 euros à 14 ans, vous êtes quand même content. Bon, et puis cet engrenage génère une peur complètement dingue. Et là, vous entrez dans le domaine de la mafia totale. Je vous donne 2 exemples qui se sont retrouvés en correctionnel, donc au tribunal cette année à Marseille. On avait 4 hommes jugés pour avoir enlevé un gamin de 14 ans, contraint à vendre de la drogue, qui a été séquestré toute une nuit dans une cave sous la menace de couteau. Alors, quelques mois plus tôt, avant le procès, il avait appelé les policiers qui étaient en patrouille. Il était sur le point de deal en train de faire son œuvre. Il a appelé lui-même les policiers en patrouille, les suppliant de le menotter pour que ça ait l'air vrai, pour sortir du point de deal et échapper aux griffes des gens qu'il avait lui-même rejoints. Le procureur, d'ailleurs, de Marseille avait lui-même dit, enfin, c'est une femme, je crois que c'était le procureur, avait dit qu'il y avait de plus en plus de trafiquants jeunes qui appelaient la police au secours pour se tirer des griffes de ces trafiquants.
autre histoire devant le tribunal, un ado tétanisé par la peur. Lui, il avait 16 ans au moment où il avait vendu quelques grammes de cannabis sans l'autorisation des trafiquants à Marseille. C'est son seul méfait. Il était en face de 4 accusés dans le tribunal, accusés de l'avoir frappé, molesté, enlevé, brûlé à l'aide de cigarettes et d'un chalumeau. La torture totale pour avoir vendu quelques grammes sans autorisation. Et en face de tout ça, des policiers, un ministre de l'Intérieur qui se montre ultra déterminé. C'est vrai, on ne peut pas leur enlever à se battre contre ce trafic, mais est-ce qu'il faut vraiment y voir un espoir, Charlotte? Alors, Gérald Darmanin est arrivé aujourd'hui à Marseille pour la 30e fois, il en a beaucoup rappelé, et c'est son 30e déplacement à Marseille. Alors, il a parlé notamment beaucoup des chiffres. Vous avez des saisies en hausse, vous avez des interpellations en hausse, il a parlé de la diminution des points de deal. Bon, alors ça, c'est difficile à calculer, parce qu'un point de deal, d'abord, ça peut être quelqu'un interpellé avec un peu de cam sur lui, ça peut être un véritable point de deal, mais alors s'il est recréé ailleurs, c'est un autre point de deal qui est comptabilisé. Bon, c'est compliqué de s'en tirer là-dedans. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un harcèlement qui est mis en place et qui est réellement fait. Mais il y a 2 sujets qui sont compliqués, on va dire, parce que bon, d'accord, il y a moins de points de deal, mais en fait, il y a plus de gens qui meurent, de plus en plus jeunes et avec de plus en plus de violence. Donc, je sais pas. Et par ailleurs, la drogue est bien vendue, rassurez-vous. Tout va bien. Donc, la première chose difficile de la vie des policiers sur place, c'est le travail d'enquête. Il y a eu un changement de stratégie. Vous avez 3 strates de travail dans la police. La police judiciaire qui fait, on va dire, les réseaux internationaux, la sûreté départementale qui, elle, enquête pour faire tomber les réseaux locaux, et les fameuses USES, qui sont les unités de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine, créées par Darmanin, notamment à Marseille, il y a 4 ans dans les quartiers nord et au mois de novembre dernier dans les quartiers sud. Et alors, eux, leur métier, c'est de pilonner sans cesse, de harceler les points de deal. Alors, évidemment, ça a un avantage. Vous avez des saisies, vous avez des chiffres, accessoirement, vous avez des interpellations, mais si vous n'avez plus d'enquêteurs derrière pour traiter ces interpellations, c'est compliqué aussi. Vous avez des riverains qui respirent, et je pense que c'est le plus gros avantage, évidemment, mais ça a un inconvénient de taille, c'est que quand vous harcelez des points de deal, vous empêchez aussi l'enquête de fond qui permet de faire tomber tout un réseau. Donc c'est la fameuse guerre, on va dire, entre le terrain et les réseaux d'enquêteurs qui eux cherchent les gros poissons et ont besoin que le trafic se fasse pour avoir des indices. Ont besoin d'énormément de temps pour filer, pour écouter, pour surveiller un point de deal. Et bon voilà, il y en a qui disent vous allez surveiller un point de deal et vous avez des interpellations tous les jours, vous ne surveillez plus rien, vous ne savez plus qui c'est, et ils s'adaptent évidemment différemment. La deuxième, justement, le gros sujet, on va dire, pour les services d'enquête, et d'ailleurs même sur le terrain, c'est l'adaptabilité permanente des trafiquants et du trafic qui, eux, n'ont pas la lourdeur de notre état de droit, la lourdeur de nos procédures, la lourdeur de nos mini-révolutions. Et c'était l'exemple de ces jeunes inconnus, migrants si possible, et l'expansion dans toute la région. On a désormais des règlements de compte gérés depuis Marseille à Arles, Toulon, Cavaillon, Martigues. Et je vais citer la préfète pour terminer. Elle dit « Ces villes sont tombées sous la coupe des réseaux marseillais qui cherchaient à étendre leur réseau d'influence. On est dans une sorte de logique de cartel qui ouvre des franchises partout où cela est possible. » Donc vous voyez que pour une situation qui va bien, on a encore de quoi être un peu inquiet.